RPGD 2021, jour 16, 17, 18. Qu'en est-il des autres mots? Alors, oui, j'ai déjà fait les mots principaux dans des vidéos présentant toutes sortes de PDF que j'avais. Mais là, il y a les autres mots. Et là, je vous en parle là, des jours 16, 17, 18. Je commence immédiatement. Hommage. On pourrait rendre hommage à plein de monde dans le jeu de rôle, plein de monde qu'on apprécie, qu'on admire. Mais je vais arrêter mon hommage à une catégorie de personnes bien précises. Les organisateurs d'événements de jeux de rôle. Ah, ça, je pense que là, ils méritent qu'on leur rende hommage parce qu'ils font des choses qui vont au-delà du simple fait de jouer. Tu sais, jouer du jeu de rôle, c'est une passion qui nous appartient, qu'on fait avec nos amis. Souvent, ça s'arrête là. Mais ceux qui organisent des événements de jeux de rôle sont là pour rejoindre plein de monde dans des endroits précis, à des dates précises. Et je vous jure que c'est l'ouvrage, je le sais, j'ai déjà organisé toutes sortes d'événements dans ma vie. Et ça va souvent au-delà de la passion qui t'anime au départ, qui est reliée à l'événement que tu fais. Fait que ces gens-là travaillent fort, d'arrache-pied pour que ça marche. Ils font ça pendant des mois d'avance. Ils font des choses au-delà de leur passion juste pour faire au nom de leur passion, c'est ça. Alors, tu sais, des organisateurs Draconis, l'année passée, il y a eu la Cyberconf. On a déjà vu le Pre-Gate Con dans le passé, le Con, toutes les aussi, Gen Con, évidemment, toutes ces affaires-là, évidemment, c'est animé par des gens qui aiment le jeu de rôle et qui ont décidé de travailler fort et de se dépasser pour en faire une activité pour le plus de gens possible en même temps. Donc, je leur lève mon chapeau, je leur rends hommage et j'admire leur travail. Je le reconnais et je pense que c'est ça mérite d'être souligné. Prochain mot, vilain. Là, il y a des mots que, tu sais, je suis sûr que je vais ramener des trucs récents de ma vie de rôliste parce que je trouve qu'il y avait des trucs intéressants pour répondre là. Donc, vilain, c'en est un. Je vais vous parler d'un vilain de All for One, régime diabolique que moi j'ai implémenté. Alors, Dorothea Martel. J'en ai déjà parlé, je pense, dans des vidéos du passé. La cousine d'un des personnages joueurs, Martin Martel. Écoutez, Martin, son personnage a un background intéressant, un peu tordu. Il vient d'une famille de sorciers du mal, tu sais, puis qui faisait toutes sortes de rituels sataniques, là. Bon, c'est ça. Puis lui, il vient d'une famille de tout ça. Il a appris la magie à travers ça. Puis c'est ça. Puis là, parmi les aventures de nos mousquetaires, on a combattu sa famille un peu. C'est ça. Puis lui, Martin, c'est de reprendre le contrôle de sa famille, qui est une famille noble. Il veut essayer de les amener vers la lumière, tu sais. Lui, il s'est enrôlé dans les mousquetaires, il sait faire de la magie, mais personne ne le sait. Un peu ses amis. Bon, voilà. Mais là, dans son background, il y avait quoi par rapport à la Hongrie, tout ça. Puis, tu sais, ça, à un moment donné, j'ai décidé de faire surgir une cousine, Dorothea Martel, qui, elle, aussi veut prendre le contrôle de la famille, mais elle a fait ça de la façon familiale, officielle, c'est-à-dire avec cruauté. Donc, non seulement est une sorcière de talent, même d'un talent assez égal à celui de Martin, mais elle est riche comme ça se peut pas. Elle est hyper riche. Donc, elle achète ce qu'elle veut. Puis ça a été un problème pour les joueurs. Ouais, c'est ça. Elle achetait n'importe qui, elle leur faisait faire n'importe quoi avec son argent. Ça, c'est, je me souviens plus du nom, là, mais la monnaie hongroise. Fait que là, à un moment donné, dans les aventures, ils rencontraient des gens qui avaient dans leur bourse de la monnaie hongroise, tu sais. Puis, toute la cruauté, quand elle a fait assassiner des gens devant les yeux de Martin, elle a fait invoquer un démon qu'elle a installé dans le donjon d'un château, le donjon du château Roche-Guyon. Ah oui, puis là, ce démon-là, c'était un démon qui pouvait faire des clones. Fait que c'est pour ça que les personnages rencontraient tout le temps. Comme ils tuaient un gars, mettons, un des serviteurs de Dorothea, puis mettons 2 mois plus tard, ils le rencontraient encore, donc t'étais pas mort, oui! C'est ça, ils sont aperçus qu'à un moment donné, il y avait plusieurs copies de ces gars-là, même qu'à la fin, ils sont rentrés à une place où ils faisaient juste se battre contre des gars qui se ressemblaient, où il y avait aussi des dames qui se ressemblaient, bref. C'est ça, elle voulait torturer psychologiquement Martin. Ça voulait l'écraser, en faire un exemple pour la famille Martin. Regardez comment il est fait, puis ça. Puis c'est ça, mais non seulement elle voulait prendre le contrôle de la famille, mais elle voulait se prouver la meilleure. Écoute, elle a fait exploser un manoir avec plein de nobles et plein aussi de chefs, ben des nobles, plus des chefs de sectes et de trucs de méchants, là. Elle a comme un peu divisé les méchants de la France qui ont
Puis elle a rallié avec elle d'autres méchants, bref, une gang de super vilains, c'est ça. Pour pouvoir prendre le... autrement dit, elle voulait prendre le contrôle, mais elle voulait le prendre genre vraiment avec un marteau de fer, là, lourd. C'est ça. Donc, c'était ça son but. Et torturer Martin, évidemment. C'est ça. Puis là, à la fin, là, je spoil des trucs d'All for One, si jamais vous suiviez ça, là, mais c'est ça. À la fin, là, elle a réussi à enlever la reine Anne d'Autriche pour en faire un clone. Et vu que le clone, en tout cas à travers un rituel, mais Dorothea a réussi à mettre son esprit dans le corps de la reine Anne d'Autriche et elle est revenue à Paris à temps pour les festivités du Nouvel An 1636-1637 pendant la messe de Notre-Dame de Paris menée par le cardinal lui-même. Le roi était là, plein de monde important était là. Wow! Fait que là, ça a débardé, puis elle voulait faire exploser Notre-Dame de Paris. Mais évidemment, nos courageux mousquetaires ont comme déduit la chose à travers effort. Ils sont arrivés juste à temps pour intercepter la reine avant qu'elle fasse sonner une cloche qui donnait l'ordre à ses hommes de faire péter toute la poudre à canon qu'elle avait pu acheter un riche. Fait que, ouais. Fait que là, dans Notre-Dame de Paris, là, il y a eu bataille, il y a eu des coups de feu tirés, imaginez-vous donc, dans l'église. Wow! Ils ont pu arrêter Dorothea, ils ont pu, dans le fond, ils ont attaqué. Tout le monde voyait les mousquetaires attaquer la reine, mais les mousquetaires étaient les seuls à savoir que c'était la reine. Étaient-ils vraiment les seuls à le savoir? Le cardinal de Richelieu les regardait d'un air intéressé pendant l'action. Mais ils avaient avec eux la vraie reine. Fait que là, le monde était fucké. OK. Ouais. C'était haut en couleur. Et tout ça à cause de Dorothea. Ont-ils vraiment réussi à tuer Dorothea Martel? Bref, ça c'est un vilain intéressant. Oui, next. Démon. Alors là aussi, je vais vous parler de quoi de récent. RPGS, l'Arme des Dragons. J'ai mis un démon qui me hante depuis 25 ans. Ben, c'est ça, je l'ai mis dans la RPGS, l'Arme des Dragons. J'ai nommé Shaota, la reine des dragons méchants. Bon. Alors, tu sais, Shaota, je l'ai créé, là, peut-être, ça, à peu près 25 ans de ça, dans une campagne. On jouait à du Rules Cyclopédia, on jouait dans le monde de Mystara. Puis, les personnages ont eu à protéger une enfant, tu sais, qui savait pas trop ce qui était qui, mais qui avait de l'air importante, tu sais. Puis au fil des aventures, avec l'enfant qui était avec eux, ils sont aperçus que l'enfant avait des propriétés spéciales, entre autres, était capable de toucher les gens, les tuer du premier coup, tout ça. Puis ils ont découvert qu'elle venait d'un monde où un méchant sorcier qui s'appelle Ixar, c'était lui le méchant de ce monde-là, puis il essayait de contrôler les gens là-bas, tout ça. Puis il y avait des visions d'elle plus tard, chevauchant un dragon en armure noire. Ça a commencé là. Quand on a fait RPGS, le livre, ben j'ai comme un peu... j'ai un peu pris toutes sortes de notes que j'avais par rapport à toutes sortes d'idées que j'avais eues pour créer Trifandry. Et j'ai mis Shaota là-dedans et Ixar. OK, j'ai mis ces deux-là. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, Shaota, évidemment, quand je commençais la campagne, ben, j'ai utilisé Shaota. Puis, c'est ça. Donc, chevauchait des dragons, tout ça. Puis là, ce qu'est Shaota, et peut-être les joueurs d'RPGS vont peut-être voir, je vais peut-être dévoiler des notes, vu que la game est finie. Ben, écoute, je me lâche louche, là. Fait que je vais peut-être dévoiler des notes officielles d'RPGS, là, live. Mais Shaota, c'est une démone qui représente le mauvais des dragons. Okay? Dans le monde d'RPGS, j'ai décidé que les dragons avaient un mauvais et un bon côté. Il y avait comme un équilibre entre les deux. Le bon côté est géré par les elfes. Étrangement, pourtant les elfes voulaient faire des choses méchantes avec, mais ça, des fois il y en a qui en perdent des bouts sur leur cours de mythologie, même dans le monde d'RPGS. Mais Shaota représentait vraiment le mauvais côté des dragons. Fait que, tu sais, elle a été invoquée par Ixar pour contrôler les dragons qui sont revenus dans RPGS. Ils étaient comme disparus, puis à cause d'un événement, l'histoire d'un œuf sur un île, là, ils sont comme revenus. Fait que là, Shaota est envoyé pour contrôler les dragons, pour qu'Ixar ait une armée de dragons pour l'appuyer dans sa quête de devenir un dieu. Fait que bon. Fait que Shaota, c'est ça, elle avait les propriétés, elle pouvait entre autres se déguiser en prenant la peau de ses victimes. Là, elle se faisait un costume avec, man. Puis là, c'est ça. Puis là aussi, après, elle touchait les gens, il fallait tuer d'un coup et elle contrôlait les dragons. C'était pas mal ces trois affaires fortes. Elle était à peu près invulnérable aussi. Ils l'ont rencontré quelques fois. Léo a failli mourir. Merci. C'était un dead safe. Au moins, c'est arrivé 2 fois qu'il s'est fait toucher par elle, puis il a réussi son jet de sauvegarde. Merci, point de conviction. Ça sert à ça. Puis même que Xavier a failli mourir, mais lui, il était
pas mal padé parce qu'il était comme dans un genre d'armure de roche géante. Là, fait que, tu sais, bon. Fait que c'est ça. Fait que, mais ils ont réussi à la tuer parce qu'il y avait une dague rituelle qu'il avait trouvé en chemin qui pouvait arrêter le mal. Fait que, ça a été bien pratique pour ça. Mais bref, Chauta, ils l'ont pas rencontré si souvent que ça, mais juste sa mention créait un effet. Je pense que j'ai réussi à créer un démon qui, sans avoir à dealer avec directement, un démon qui ne laissait pas indifférent. Okay? Juste la façon que j'ai présenté, juste la façon que je l'ai amené, puis les quelques interactions qu'ils ont eu avec, faisant en sorte que la crainte de rencontrer Chauta était tout le temps présente. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un démon intéressant que j'ai fait dans mes campagnes. Crime et crime. Moi, je pense que crime, ce que je vais dire, c'est... je pense qu'une aventure... Mettons qu'on joue une aventure où, en tant que joueur, on sait que le surnaturel va y être. OK, pas un jeu de rôle où, en partant, tu sais qu'il y a de la magie pas mur à mur comme donjon, mais de quoi que tu sais que... Mettons Cthulhu, c'est un exemple assez classique, là, où les investigateurs, ils vivent dans un monde où, dans leur tête, la magie n'existe pas, puis qu'il y a des trucs à découvrir, occultes et tout ça, justement, crime, je trouve que ça, commencer avec une scène de crime. Je sais pas pourquoi, moi, je vais être cliché de même, mais je vais aimer ça que ça commence par une scène de crime dans laquelle, il y a un élément pas normal. Et là, au fil des indices trouvés, on découvre que là, il y a de quoi de caché, là, de quoi de surnaturel, des extraterrestres, de la magie, je ne sais pas moi, des super-héros. Et que mais tout ça soit parti d'une scène de crime à élucider, dans laquelle on découvre des choses. Ça je sais pas, je suis cliché, mais j'aime ça de même. Je sais qu'il y a un jeu de rôle que j'ai dans mes affaires. Je pense pas y jouer, je l'ai lu, les règles moyennes, mais je trouvais l'idée bonne. Mais en fait, c'est un peu, ça fait penser au le film Le Nom de la Rose. Sauf que ce qu'ils découvrent dans leur enquête, c'est que c'est quelque chose de surnaturel. Ça s'appelle Maelstrom Doomsday, qui se trouve être un spin-off de Maelstrom, un vieux jeu de rôle des années 80, mais qui a été repris par le gars qui s'occupe de Advanced Fighting Fantasy. Il a fait une version médiévale, ça se passe en Angleterre, donc on est un groupe d'aventuriers, des personnes normales, mais quand même avec un certain champ de compétences, qui ont à élucider des trucs pas trop catholiques, et qui finissent par trouver que finalement c'est des sorciers derrière ça et qu'il y a de la magie. Bon, ben c'est ça, tout est là pour faire des scènes de crime intéressantes. Next, Nemesis. C'est ce genre ennemi juré. Je pense que je vais revenir à RPGS. Je vais vous parler de Juro. Juro qui était, je pense, l'ennemi juré de Léo. Je pense que ça file de même tout le long. Encore là, un peu comme Chauta, ils l'ont pas rencontré si souvent que ça, mais un autre qui, à tout le fait qu'il était là, il faisait son effet. Il est introduit dans les premières séances, je pense à la deuxième séance. OK. Juro, c'est qui? Je vais faire un peu son histoire. C'est ça, c'est un garde de Trifandrie, tout comme les personnages joueurs, OK? Mais à la fin, il a été comme recruté par Ixar, fait qu'il s'est viré de bord, il est devenu comme le comme un des chefs de guerre de Ixar, bref, un bras droit important là, parmi son équipe. T'sais. Il a été introduit parce qu'il faisait, Juro et son équipe faisaient une patrouille, puis il poursuivait justement la fameuse sorcière que les joueurs ont rencontrée à la première séance, puis qui est morte après avoir donné une larme des dragons. Donc, ils ont voulu cacher un peu ce qui s'était passé, les joueurs, puis Juro leur posait des questions, puis il était suspicieux, puis ça, puis il était, tu sais, genre de bully, le douchebag un peu, là. Puis c'est ça, puis Léo, lui, déjà, je pense qu'il l'aimait pas, là. Tu sais, il était prêt à y lancer des couteaux d'en face, déjà, à cette séance-là. Je me souviens. En tout cas, c'était assez drôle. Puis c'est ça. Puis au fil du temps, mais à un moment donné, Juro, il s'est révélé de moins en moins fiable. Ça n'a pas été long, tu sais, il a voulu les stouler à la reine, Hydrana après ça. Après ça, ils ont croisé Juro plus loin dans une ville du Chédrucal, à Skola. Puis je pense qu'ils ont vu que, tu sais, je me souviens pas qu'est-ce qui a mis la feu aux poudres, mais Léo a voulu l'assassiner en pleine rue, en plein public. Ben oui, hein, le gentil elfe qui assassine du monde en pleine rue. Yeah! En tout cas, bref. Puis Juro a essayé de la voler les larmes. Puis c'est ça. Puis là, après ça, on n'a pas entendu parler de lui parce qu'ils l'ont ridiculisé bien raide. Mais il est revenu d'une dernière séance accompagné d'un paquet de sorcières d'Ursut habillées en armure, en armure ninja. Oui, des armures ninja, figurez-vous donc, en égarite, pour essayer de voler le couteau rituel. En fait, il ne savait pas trop ce qu'il faisait là, Juro. Mais Juro, il voulait voler le couteau rituel qu'il avait trouvé. En tout cas, bref, parce qu'il voulait
voulait l'assassiner, la madame qui protégeait le royaume, parce que pendant qu'elle était vivante, les dragons ne pouvaient pas passer, mais Shauta, elle voulait passer. Fait que là, en tout cas, les sorcières ont réussi, mais ils ont réussi à capturer Juro. Il n'a pas pu se sauver avec des sorcières, ils l'ont laissé là, ils sont pas trop fiables, eux autres non plus. Fait que là, il s'est mis à genoux. Je suis de votre bord, les gars. J'ai été un garde comme vous, j'ai été corrompu. Je n'avais pas le choix. Puis tu sais, bon, il faisait des larmes de gros méchants barbus. Mais bref, ils l'ont tué. Mais tu sais, ça a toujours été, qui était là, tu sais, Léo, il pognait les nerfs puis il pitchait des dagues. Là. Ouais, c'était épique. Next. Trouver. Hey, j'ai des choses à dire aujourd'hui. Trouver. Je vais parler, tiens, d'un jeu de rôle que j'ai trouvé. Vraiment trouvé. Tiens, une découverte. On en fait plein de découvertes dans le jeu de rôle, mais je pense que ça a été une qui a peut-être été la découverte la plus qui a juste fait, comment je pourrais dire, une découverte, tu sais, comme ça tombait le pile poil plat. Hein? Bon, je sais pas si en tout cas c'est pas clair là, mais je vais parler de défis fantastiques. Bon, tiens, voilà. Nos en fait. Des fantastiques a été toute une trouvaille pour moi. Okay? À l'époque, je cherchais à jouer un jeu médiéval fantastique. OK? Il y a des choses que j'aimais, mettons, de donjon, Rules Cyclopedia, 3e édition, tout ça, mais ben des affaires qui m'achalaient. Ce qui fait que je me suis retrouvé à vouloir peut-être une alternative. Je regardais pour justement des jeux qui étaient basés à la donjon, là, tu sais, Castles and Crusades, ce genre d'affaires-là, tu sais, qui offraient des alternatives. Mais je trouvais pas tout à fait de chaussures à mon pied, mais tu sais, je gardais espoir de trouver quelque chose. Puis parallèlement à ça, bon, je travaillais déjà à la bibliothèque, donc je regardais les livres d'Onzot Léo, je me suis dit, on pourrait faire un peu un système à la livre d'Onzot Léo pour faire du jeu de rôle à la bibliothèque, introduire les jeunes, ça, blablabla. Puis là, tu sais, je me suis mis à regarder aussi quelqu'un qui a fait de quoi de même. J'ai découvert qu'il y avait Fighting Fantasy Role Playing Game, qui était comme un vieux jeu des années 80, qui était basé sur les livres d'Onzot Léo. Je me disais, ça c'est intéressant, sauf que ça n'a pas été trop long que j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses. Dungeoneer, qui se trouve être le premier Advanced Fighting Fantasy des années 90, puis dans le fond, à l'époque où j'ai fait cette recherche-là, venait tout juste de sortir le Advanced Fighting Fantasy que j'utilise, là, tu sais. C'est sûr que je pensais pas que ça allait combler mon besoin, tu sais, de donjon, de trucs à la donjon. Je les ai achetés par curiosité et surtout par nostalgie et peut-être pour dire, bon, peut-être ça va être bon pour la bibliothèque, pis ci pis ça. Fait que tu sais, sur le coup, j'ai tout acheté comme ce qui était sorti. Il y avait les 3 livres Out of the Pit, un petit temps, le livre de base, puis la campagne Crown of Kings. J'ai tout acheté ça d'une shot. Puis je me suis mis à lire ça, tu sais, pour voir qu'est-ce qu'il en était. Puis je vais vous dire que là, quand je lisais ça, à chaque fois que je lisais de quoi, je disais comme, oh, c'est en plein ça, je cherche. Tu sais, je suis comme tombé un peu en bas de ma chaise, je disais, écoute, j'étais en pleine recherche de quelque chose de même. Écoute, ce jeu-là, pour moi, représentait le manque à combler, OK? T'sais, de la fantasy, un peu crotté, de la magie, juste correct, juste suffisant, un système de règles qui a bien de l'allure, là, tu sais, OK, qui couvre toutes les situations, puis qui adjuge de bonne façon, qui me permettent de tirer ces ficelles de la façon que je veux. Bref, ce jeu-là offrait un bon équilibre, tu sais, c'est ça. Fait que ça, je peux vraiment dire que c'est un jeu c'est une trouvaille. Tu sais, j'ai trouvé ce jeu-là, puis je m'attendais pas à un jeu de même, je m'attendais pas à autant. Puis encore aujourd'hui, ben c'est encore un jeu qui a une place spéciale dans mon cœur, là. Écoute, par manque de temps, là, j'y joue pas, mais tu sais, c'est sûr qu'il est dans ma liste de je vais y revenir et essayer de le prendre sérieusement pour aller loin avec. Bref, c'était une trouvaille. Hey, il reste 3 mots, puis il y a plein de temps déjà de passer. Duel. Duel. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Duel? Ah oui, All for One Régime Diabolique. Brise-cœur. En fait, un genre de duel. Bref, ouais, on appelle ça un duel, mais en tout cas, c'est comme un... Ouais, c'est un duel, c'est ça. Tu sais, écoute, en plein bal, une histoire de femme, là, tu sais, il faisait des yeux doux à une femme, puis un garde du cardinal qui déjà l'aimait pas trop. Il faisait aussi les yeux doux à la même femme. Bref, la femme les a un peu incités à se battre.
C'est interdit les duels au 17e siècle, mais bon, devant plein de nobles qui ont du pouvoir, tu sais, ils en laissent passer un petit peu, puis ça fait un peu de divertissement. C'était jusqu'au premier sang. Et Étienne, avec ses beaux cheveux, garde du cardinal, clairement meilleur à l'épée que Briscoeur, donc fallait que j'utilise d'atouts et de subterfuges pour pouvoir gagner ça. Évidemment, Briscoeur, son arme, c'est la parole, fait qu'il pouvait... tu sais, j'essayais beaucoup de déconcentrer mon adversaire, c'est ça. Et j'ai triché dans ce duel-là. Et oui, Briscoeur a triché, il l'avoue. Bon. Il l'avoue, mais bon, on sait bien qu'il a gagné pareil. Mais bon, il a triché, c'est parce que Étienne l'a pogné. Puis il s'est mis à saigner, Briscoeur. Sauf que j'ai comme un peu joué de mensonge pour cacher ma blessure, puis continuer à me battre. Tu sais, puis faire passer ça pour autre chose. Fait que c'est ça. Étienne, dans le fond de lui-même, il l'a comme su qu'il m'a pogné, mais il n'y avait pas façon de le prouver. Fait que là, moi, à force de le déconcentrer, je l'ai pogné une fois. Schlac dans le visage, ça l'a fait saigner et j'ai officiellement gagné ce duel. Mon honneur en a gagné un galon. Étienne a été déshonoré. Ah, c'était de toute beauté. Voilà, c'était un beau duel. Honneur. Ok, je vous parlerai pas d'All for One encore, quoique j'aurais le goût, mais je vais vous parler plutôt. J'aime mettre l'honneur en jeu. Puis j'ai eu un chevalier à Pathfinder, qui s'appelait Erwin. Je me souviens plus du nom de l'ordre de chevalerie, ça fait trop longtemps. Mais je sais que moi, mon personnage était très... il y avait de l'honneur, ok, pour son ordre de chevalerie, il était très loyal, puis c'était toute une question d'honneur, tout ça. Puis, tu sais, toutes mes actions, tous mes gestes étaient au nom de cet ordre-là, selon ce que cet ordre-là disait. Tu sais, je voulais représenter, je voulais transpirer ça. Tu sais, pour moi, c'était un honneur, tout ça. C'était intéressant cette campagne-là parce que ça l'a mis justement à l'épreuve un peu la loyauté de mon personnage face à son ordre de chevalerie. Son ordre de chevalerie dans lequel il y avait du monde corrompu, finalement, du monde qui était des chevaliers, mais qui le méritait pas, entre guillemets, parce qu'il était pas honorable. C'est ça, puis c'était des croches, il y avait de la corruption. C'est ça, fait que mon personnage, son honneur allait au-delà de l'uniforme. C'était, il devenait le porte-étendard de ce que ce chevalier-là disait. Puis, il était devenu un peu le leader du groupe avec lequel il avait appris, parce que c'était toute une gang de crottés, des petits rogues crottés, là. Mais lui, il avait appris. Puis eux autres aussi avaient appris de lui. Puis souvent, c'est lui qui prenait les devants pour comme se présenter devant un groupe de personnes, tout ça. Bon, c'était souvent mon personnage prenait les flèches en premier, mais tout ça, c'était pour l'honneur. Hein? Il y avait de quoi d'honorable là-dedans. Parce que, comme je disais, au-delà de l'uniforme, je représentais tout ce que cet ordre de chevalerie-là était. Hein? C'est ça. Rivaux. Il y a de quoi de positif à avoir des rivalités dans un groupe de personnages joueurs. Il y a de quoi de très positif. Je peux vous en dire quelque chose. C'est ça, les personnages joueurs, c'est une équipe qui sont supposés travailler ensemble. Mais je pense que d'avoir des personnages qui sont pas nécessairement des amis, ça peut être pas mal intéressant. Pour le roleplay, si on est intéressé évidemment à faire ce genre de roleplay-là, mais je pense que ça peut quand même amener des scènes intéressantes. Sans aller dans des exemples dans des jeux de rôle, on veut juste apprendre dans les films ou dans la culture, les elfes et les nains. Tu sais, il y en a que ça les saoule tout ça, mais je peux vous dire une affaire, c'est tu sais, c'est un cliché que ben du monde aime bien là, tu sais, tu mets un nain et un elfe, ils vont avoir une rivalité. C'est ça. C'est correct, ça rajoute un certain quelque chose. Prenez juste Star Wars épisode 4 en partant là. Je veux dire, la princesse Leia, Han Solo puis Luke Skywalker, là, il y a une rivalité entre les trois, là, ils s'apprécient pas vraiment, même Obi-Wan à la limite. C'est ça, tu sais, la princesse Leia, tu sais, malgré qu'elle s'est faite sauver, elle trouve Han Solo imbécile, puis Luke Skywalker pas trop à son affaire. Tu sais, veut dire, Han Solo trouve que crime une princesse. Elle a un caractère, elle a un sale caractère. Luke est intimidé par la princesse, son autorité, tu sais, c'est ça, là, il y a comme de quoi, tu sais, Han Solo considère Luke comme c'est un petit gars, il sait pas ce qu'il fait, tu sais. Bon, tu sais, il y a cette espèce de rivalité-là, puis savez-vous quoi, ça rajoute à l'histoire, là, si, tu sais, je pense qu'il y a des scènes qui n'auraient pas lieu dans le film,
ne serait-ce que subtilement, ce ne serait de cette rivalité-là. Donc, allons-y pour la rivalité, c'est assez intéressant. Hey, j'avais des choses à te dire, 24 minutes, wow, c'est ben trop long. François Letarte, JDR Détrante, en tout cas, on va se voir une autre fois pour un autre RPGD. Salut!